puisque le proton avec une masse de 614 grammes, pour moi, il était proche de la folie. Vous allez voir ce soir qu'en fait, c'est tout à fait cohérent. Et non seulement c'est cohérent, mais grâce à ces fameux trous noirs, on va pouvoir donner une explication de ce que c'est que la masse et de ce que c'est aussi que la gravité. On va aussi pouvoir rendre une forme discrète à la gravité, ce qui va permettre d'unifier les soi-disant 4 grandes interactions. Donc c'est quelque chose qui est assez interpellant. Ce soir, mon objectif est d'essayer de vous transmettre ma passion pour les théories de Nassim Haramein. Alors, étant donné qu'il ne rajoute pas un étage à l'édifice bancal du modèle standard, mais qu'il nous propose une théorie autant révolutionnaire que simple et élégante, il est essentiel de montrer que ces recherches se sont développées à partir de théories établies. Bien que moins connues du grand public, c'est pourquoi la première partie de cet exposé présente un cadre théorique. Dans ce cadre théorique, je vais aborder la solution aux équations de Schwarzschild, la métrique de Schwarzschild, ce que sont les trous noirs et leurs caractéristiques, le principe holographique, parler un petit peu de la théorie quantique, vous expliquer que le rayon du proton a rétréci, ce qui a beaucoup de conséquences par rapport au modèle standard. Vous parlez aussi d'interactions fortes. Dans la seconde partie, je vais développer surtout quantum gravity et holographic mass. Mais comme Nassim fait des recherches depuis plus de 30 ans, je vais vous parler de quelques articles qui rentrent directement dans la gravité quantique et la masse holographique. Je vais vous montrer que cette gravité quantique et cette masse holographique s'appliquent aussi bien à l'échelle cosmologique qu'à l'échelle quantique, à l'échelle du proton. On va, par cet article, montrer qu'il y a une nouvelle constante qui va donner exactement la valeur de la constante de couplage gravitationnel. Et enfin, je vais vous parler du potentiel de Yukawa, puisqu'il y a un problème, la gravité réagit d'une façon différente à l'interaction ou à l'attraction des objets quantiques, comme je vais vous l'expliquer. Et enfin, je terminerai par une brève conclusion. La pierre angulaire de la théorie de Nassim Haramein, c'est que le proton est un trou noir, et donc que la gravité est la force forte. La force forte est la force qui fait que les protons restent confinés dans le noyau. Il explique pourquoi et comment le proton est un trou noir. Si l'on considère le proton comme un trou noir, on obtient exactement la même valeur que la constante de couplage gravitationnel. En simplifiant, l'intensité de la force forte est exactement équivalente à l'intensité de la force gravitationnelle. Pour Nassim Haramein, ce n'est pas une coïncidence. Bien sûr, la gravité ne paraît pas se comporter de la même manière dans le monde cosmologique et quantique. Pourquoi la force forte est très forte, très près du proton, et s'effondre rapidement dès qu'on s'en éloigne, alors que par exemple, la Lune, située à 384 000 km de la Terre, est toujours bien soumise à son attraction. Est-ce pour cela qu'on ne pense pas à la gravité? Ce système proton-trou noir tourne à la vitesse de la lumière, ce qui est loin d'être exceptionnel au niveau subatomique. Et quand on y combine la relativité restreinte
et la dilatation de la masse, alors on constate que l'attraction gravitationnelle diminue très rapidement. Nassim nous explique aussi pourquoi la masse du proton ne nous apparaît pas comme la masse d'un trou noir, mais nous apparaît tellement plus faible grâce au modèle holographique. Le fait que le rayon du proton prédit par Nassim Haramein est conforté par la dernière valeur, publiée en 2013, est juste une conséquence du proton trou noir. La solution trouvée par Nassim Haramein à la gravité est totalement innovante, aussi bien au niveau cosmologique que quantique. Il nous montre que la gravité, l'espace-temps n'est pas lisse, mais discret, composé de sphères de Planck. Donc, dans le cadre théorique, je vais commencer par une des solutions aux équations de champ d'Einstein. Vous savez qu'il y en a eu plusieurs. Il y a la métrique de Kerr-Newman. Ceci est la première des solutions aux équations d'Einstein, et cette équation est intéressante pour plusieurs choses. Tout d'abord, cette équation développe ceci, A est égal à 2 fois la constante gravitationnelle multipliée par la masse divisée par la vitesse de la lumière au carré. C'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Donc, vous avez l'intervalle, vous avez ici une variable temporelle, une variable de temps, une variable d'espace, et vous retrouvez ce rayon de Schwarzschild à ces deux endroits. Si jamais A est plus petit que R, on va avoir ici un terme positif, ici on va avoir un autre terme positif. On est donc dans quelque chose de classique. Par contre, et vous allez voir que dans la solution de Nassim Haramein, lorsqu'on inverse une formule aussi, on va passer en fait de la masse holographique à la masse du proton au repos. Donc c'est intéressant. Je sais que ce n'est pas mathématiquement correct, on va en reparler, mais en tout cas, lorsque on a ici un A qui est beaucoup plus grand que R, ou qui est plus grand que R, on va avoir ici une variable qui va devenir négative, on va avoir le signe moins et de nouveau du négatif, donc on va avoir en fait une inversion. La variable de temps devient alors une variable d'espace, et la variable d'espace devient alors une variable temporelle. Dans cette équation, il y a aussi deux cas limites, deux cas où il va y avoir une singularité. La première, c'est lorsque R est égal à 0, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose de nouveau qui est assez compréhensible. En électrostatique, par exemple, quand on a une charge ponctuelle et que l'on calcule le champ électrique autour, on remarque que le champ électrique au niveau de la charge tend vers l'infini quand on s'en approche infiniment. On a une source et il semble logique que si on s'approche infiniment près de cette source, les grandeurs qui décrivent le champ tendent vers l'infini. L'autre singularité, c'est évidemment si A est égal à R. Dans ce cas-là, on obtient une quantité singulière, l'équation tend vers l'infini. Cette singularité n'est pas une singularité physique, mais elle est liée au choix de coordonnées. On n'utilise tout simplement pas les bonnes coordonnées, donc c'est quelque chose de normal, il faut changer les coordonnées. En général, cette équation s'applique sans problème, tout simplement parce que le rayon de Schwarzschild est évidemment beaucoup plus faible que le rayon des objets. Si vous prenez le Soleil, vous avez un rayon qui est égal en gros à 700 000 km. Si vous calculez la relation de Schwarzschild pour le Soleil, vous allez avoir un rayon qui est égal à 2,97 km. Donc on est bien dans des cas où A est tellement plus petit que le rayon de Schwarzschild. Et donc la métrique de Schwarzschild fonctionne parfaitement bien. La longueur qui sépare la surface de la Terre au Soleil est plus longue d'environ 8 km que ce qu'elle serait dans un espace plat.
l'espace, la partie spatiale est donc courbée en un temps donné. Et donc, c'est évidemment cette courbure de l'espace, ou cette courbature, non, cette courbure de l'espace-temps qui fait l'effet gravité. Ce qui est aussi intéressant de se rendre compte, toujours dans ce cas de rayon de Schwarzschild, on peut se poser la question, que se passerait-il si le Soleil se transformait en un trou noir? Eh bien, il ne se passerait rien. Bon, le Soleil, évidemment, contiendrait toujours la même masse que ce qu'il a. L'orbite de la Terre n'en serait pas affectée, le Soleil ayant le même effet gravitationnel sur la Terre que s'il était un trou noir, de même masse et à la même place. Donc l'idée que les trous noirs sont dangereux, qu'ils absorbent tout, etc., etc., va être ici légèrement écornée. Quand on a découvert la solution de Schwarzschild, on s'est demandé s'il pouvait y avoir des objets pour lesquels le rayon de Schwarzschild est plus petit que les rayons des objets classiques célestes. Quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a des milliards de galaxies et dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles. La réponse à cette question a été oui, ces objets existent. Ils allaient être appelés trous noirs par John Archibald Wheeler, un des collaborateurs d'Einstein. Un trou noir, selon la métrique de Schwarzschild, est un objet pour lequel la distribution de masse est concentrée dans une région plus petite que dans le rayon de Schwarzschild. Finalement, au milieu des années 80, l'existence des trous noirs a été confirmée par des observations. Ce ne sera jamais directement, puisque par définition, ce sont des corps qui absorbent tout, y compris la lumière. Et une nouvelle ère de l'exploration cosmologique est née. Les trous noirs. La définition classique d'un trou noir, c'est un corps dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Heureusement pour la thermodynamique des trous noirs, à l'exception de la radiation de Hawking. Comme ils n'émettent pas de lumière, ils sont perçus comme étant noirs. Quelles sont les caractéristiques des trous noirs? En fait, ils ont beaucoup de caractéristiques qui font d'eux bien davantage que des prisons cosmiques, emprisonnant la matière et la lumière. Ils ne peuvent pas être observés directement pour cette raison. Le trou noir Cygnus X1 a été détecté grâce à son émission de rayons X. L'émission de rayons X est un premier indice pour détecter un trou noir. En effet, la matière arrachée d'une étoile voisine forme un disque tourbillonnant dans lequel l'énergie gravitationnelle se transforme en chaleur et produit des rayons X. Le nombre. On pense de plus en plus qu'il y en a beaucoup, et en tout cas, il y en aurait au milieu de chaque galaxie. Le nôtre, dans notre galaxie, la Voie lactée, s'appelle Sagittarius A, et il a une masse d'environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Quels sont maintenant les différents types de trous noirs? Comme on va le voir dans le théorème de la calvitie, les trous noirs n'ont que 3 caractéristiques. La masse, le moment cinétique et la charge. Comme tous les trous noirs ont une masse,